propose qu'on commence. Alors, vous avez vu, hein, qui a lu le livre? Pas mal. Qui l'a pas lu? Moite-moite, hein. Ouais. Ils rigolent pour rien ici, c'est les gens. Et c'est les Nancy, c'est comme ça. C'est connu. Ils ont un festival du rire, ça leur reste toute l'année. Il y aura une dédicace après, si vous voulez. Vous pourrez aussi vous acheter le livre si vous ne l'avez pas. Je me permets, ça fait un peu faillot, mais je me permets de vous dire de l'acheter parce que franchement, moi, je l'ai lu, j'ai été aspiré par ce livre. On va évidemment en parler. Je sais que Madame Fulpin, qui va prendre la parole, l'a commencé il y a 2-3 jours. Elle est au milieu, elle a du mal à s'arrêter. On verra pourquoi avec vous, Olivier. J'ai l'impression que ça fait simple à tout le monde, hein. On suit les personnages et du coup, on avance dans le bouquin et on ne voit pas le temps passer. Madame Fulpin, vous voulez nous rejoindre, si vous voulez bien, directrice générale du groupe Pasteur Santé, la clinique, la célèbre clinique Pasteur qui est juste derrière, qui est à l'origine de ce qu'on appelle le prix Ginko. Tout à fait. C'est quoi le prix Ginko? Alors, le prix Ginko, il est né en 2020 et donc c'est la 5e édition. Donc, c'est un partenariat avec les livres, les libraires et axé surtout sur l'audiolibre. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que ça nous semblait une porte d'entrée via nous, pour nos patients. Pour nos patients, pour les soins. Parce que vous savez que quand on est dans un lit, tenir un livre, ça, c'est quand même assez difficile, c'est lourd. Et donc, ça nous semblait être le moyen de continuer sa lecture, de se dégager de ce parcours de soins, de s'envoler ailleurs, et puis voilà, que ça passe un peu plus vite. Vous l'avez déjà fait, vous, le livre audio, Olivier? J'ai pas vu ça dans votre biographie, mais j'ai peut-être raté une ligne. Bah, oui, enfin, il y a plusieurs de mes livres qui sont en livre audio, mais moi, c'est pas moi qui lis. À chaque fois, ce sont des comédiens. Et l'expérience d'en écouter un, par exemple? Je l'ai fait avec mes enfants, vous savez, dans la voiture. Et donc, ils sont fait pas mal d'Harry Potter comme ça, du Petit Prince, enfin, voilà, du Roald Dahl. Le Roald Dahl en lecture. Et le petit Nicolas. Alors, le petit Nicolas, on a des versions avec Benoît Poulvord, l'autre avec Alain Chabat, l'autre avec Patrick Timsit. Et c'est un vrai régal, quand même. Alors, du coup, un petit mot aussi pour dire qu'on est filmé, justement, retransmis dans les chambres. Ah, c'est ça. Donc là, il y a peut-être des gens qui, comme moi, sont venus à la clinique et qui nous voient à la télé, en fait. C'est ça, donc, avec l'aide de Greg, notre Oui, on le salue, hein, Grégory. Salut, pour tout ce qu'il fait pour nous. Donc, on ouvre un canal de communication sur la clinique pour permettre à nos patients de nous suivre. Voilà, aujourd'hui, et de retransmettre. Juste un mot pour vous dire que la bouffe est très bonne. Je dis ça, je dis rien. Mais je suis resté 2 jours, j'ai trouvé ça pas mal. Je voulais saluer Monsieur Laurent, qui nous accueille au nom de Monsieur le maire, hein, ici à Essay, à la salle Maringer, parce que vous avez mis en place, c'est la première année, un partenariat, notamment pour la salle. C'est sûr, voilà, on est à Essay, on a une superbe entraide avec la ville d'Essay, avec les habitants. Donc voilà, c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers monsieur pour nous aider pour cette salle et pour accueillir monsieur Adam. Merci, hein, Monsieur Laurent. Eh bien, écoutez, on attaque. On va vous proposer, Olivier, de faire attention et de monter sur la scène et on va passer un petit moment avec. Bah, c'est le vôtre, hein, celui-là. Non, c'est le mien. Ouais, non, Enfin, si, c'est le vôtre. C'est votre livre, hein, ça c'est sûr. c'est celui des lecteurs maintenant. Voilà. Alors, ça va être difficile, hein, mais ici, si vous voulez bien, on va évidemment pas spoiler, comme on dit, la fin du roman, puisque vous êtes quand même une bonne moitié à ne pas l'avoir lu. Donc, c'est compliqué d'ailleurs, parce que on a envie d'évoquer la fin. Bref, un petit retour de parcours quand même, pour rappeler que vous avez, je vais reprendre mes petites fiches, mais vous avez un sacré parcours, hein, Olivier. Olivier Adam, d'ailleurs, Adam, ça sonne un peu lorrain comme nom, vous avez peut-être des attaches par ici. Grand-mère née ayant grandi à Lunéville et grand-père né ayant grandi à Metz. Voilà. Donc vous avez fait la jointure des deux. Et puis après, j'ai un troisième grand-parent, autre grand-père, un peu plus loin en Alsace, à Meurschwihr. D'accord. Voilà, donc tout. Et il y a un quart de Corrèze, on ne sait pas ce qu'ils foutent là. Ouais, non, mais sinon, donc on va dire une moitié lorraine, quoi. Hein, Moitié lorraine, un quart alsacien, un quart corrézien. Et pour mon père qui s'amusait à faire des recherches, ça remonte très loin, cette affaire de moitié lorrain, moitié. Ouais, c'est un autre. Un quart alsacien, un quart. Voilà.
Très, très lorrain. Corrézien. Alors, écrivain, évidemment, on va le voir aujourd'hui. Scénariste aussi, vous Oui. travaillez pour le cinéma régulièrement. Vous avez aussi été consultant pour la culture, pour des collectivités. Vous avez une vie bien remplie, bien riche, un peu comme on est ici dans le pays de Charles-Élie Couture, un peu multiste en fait. Ouais, euh, moi, en plus, j'ai commencé par la musique, de manière amateur, hein, mais Hmm. c'est mes premières armes artistiques, c'était C'était quoi? d'abord le piano classique, et puis à un moment donné, j'ai été dévoyé par la pop, le rock et la chanson française. Et donc, j'ai monté un petit groupe et j'ai commencé à écrire des chansons, et parallèlement à mes études, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, en fait. Et c'est comme ça que j'ai eu la révélation. C'est Euh, par la chanson que vous avez commencé ouais. à écrire. À tout niveau, parce que mes premières grandes émotions avec les mots, en dehors des livres que je lisais très consciencieusement pour la classe, c'était les grands auteurs de chansons que mes parents écoutaient. Brel, Brassens, Ferré, Barbara. J'avais pas du tout l'âge d'écouter ça. Je me souviens qu'à 8 9 ans, je pleurnichais dans ma chambre et j'adorais ça en écoutant Le petit garçon de Serge Reggiani, texte de Jean-Loup Dabadi. Et j'étais déjà dans une histoire de manière de me mettre à la place des autres, parce que dans cette histoire où c'est un père tout seul avec son petit garçon et la mère est partie, je m'identifiais pas au petit garçon du tout, je m'identifiais au père alors que j'avais 8 ans. Donc c'était un peu chelou. Et j'adorais les chansons tristes et mélodramatiques, les chansons de Brel, La Fanette, le- et puis il y a Frida qui est belle comme un soleil et tout ça. Enfin, bon, c'était vraiment... Et c'était des déflagrations. C'est-à-dire que ces mots-là... et Nougaro, enfin, tout ça, c'était des vraies déflagrations. Et ça m'a amené à la poésie très rapidement, notamment parce que, par exemple, Ferré ou Jean Ferrat mettaient en musique Aragon. J'ai découvert Aragon comme ça, parce que plus tard, quand j'ai fait mes propres choix musicaux, Jean-Louis Murat était extrêmement nourri de poésie japonaise, de Jim Harrison. Euh, Bon, on n'aime plus trop citer leurs noms, mais à mon époque, Noir Désir et Bertrand Cantat étaient un groupe important, et ils mobilisaient énormément de poètes et de rapports Et donc cette association littérature, chanson, musique, elle était naturelle. Mais ce que je ne savais pas, c'est que j'ai beaucoup pensé que j'étais fait pour la musique. Même si mon frère, qui lui est un vrai musicien, disait que je swingais comme un camion et que j'avais pas de talent pour ça. Mais finalement, ce sont les mots qui m'ont attrapé. Et donc, c'est comme ça. Voilà. Et puis après, il fallait bien gagner sa croûte. Donc, en même temps que je commençais à écrire, j'ai été embauché dans une agence de conseil dans le domaine culturel, où on conseillait les collectivités territoriales sur la politique culturelle. Par exemple, que j'avais vachement le nez parce que j'avais fait une étude sur l'éventualité d'instaurer un pass culture à l'échelle de la région Picardie. Et ma conclusion, ça avait été que c'était vraiment pas une bonne idée. Donc voilà, j'étais vraiment un grand visionnaire. Et puis aussi, dans ce cadre-là, comme ma spécialité c'était les jeunes, parce que j'étais jeune, et la littérature, parce que je lisais, j'ai cofondé un festival qui s'appelle Les Correspondances de Manosque, qui est un festival littéraire pluridisciplinaire qui se déroule tous les ans à Manosque et qui a maintenant 25 éditions, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi animé pendant quelques années un festival de littérature auto et biographique à Nîmes. Voilà. Et puis ensuite, pendant ce temps-là, j'ai publié mon premier roman, Je viens de t'en fais pas. Adapté au cinéma, hein. Voilà. Et ma dernière activité est venue arrêter mes activités professionnelles, puisqu'un jour, quand j'ai sorti mon troisième roman, Poids léger, j'ai eu un coup de fil d'un réalisateur qui s'appelle Jean-Pierre Améris et qui m'a dit qu'il voulait en faire un film. Donc un film qui est allé à son terme, qui a été présenté à Cannes dans la sélection Un certain regard, un film avec Nicolas Duvauchel et Bernard Campan. Et ça a eu deux incidences. La première, c'est que c'était un an de salaire, donc autant dire que j'ai arrêté de bosser. Et la deuxième, c'est que Jean-Pierre Améris, très gentiment, m'a dit tu veux pas écrire avec moi le film? Je dis je sais écrire des livres à peu près, mais des films, j'en sais rien. Il m'a dit c'est pas grave, on apprend en faisant. Donc, et ça a été mon premier apprentissage en tant que scénariste. Quelques années plus tard, Philippe Pioret a acheté les droits de Je viens de t'en fais pas, qui là pour le coup était un gros succès.
et il m'a demandé de l'écrire avec lui. Welcome. Et donc là, j'ai écrit le Fab, puis Welcome avec lui. Et donc, avec Jean-Pierre Améris et Philippe Lioré comme instituteurs, comme instructeurs d'écriture de scénario, bah, on apprend très très vite. Et puis après, bah, de fait, effectivement, je me suis retrouvé à collaborer à pas mal de films, soit adaptés de mes propres livres, soit pas. Donc par exemple, le 5 février prochain sort un nouveau film de Baya Kasmi avec Vima Laponce, Félix Moati et Ramzi, que j'ai co-scénarisé. Là, je viens de finir la coécriture d'un film avec une réalisatrice libanaise. Donc tout ça, par exemple, ça, c'est pas du tout des adaptations. En même temps, il y a eu en adaptation Les Vents Contraires avec Benoît Magimel, Le Cœur Régulier avec Isabelle Carré, Maman est folle avec encore Isabelle Carré qui est adaptée à l'abri de rien, Vous avez Passer fait, l'hiver avec Loïc vous avez fait Cachama, voilà. des nouvelles, vous avez eu le concours de la Ouais, nouvelle j'ai eu le en concours de la nouvelle au passage 2004. en 2004. Ouais. Ouais, voilà. Donc voilà, donc ça fait maintenant vraiment. Oui, j'étais éditeur aussi pendant quelques années aux éditions du Rouergue, qui est une maison d'édition qui appartient au groupe Actes Sud, où je dirigeais une collection qui s'appelle La Brune, où notamment on a fait débuter Claudie Gallet, par exemple, qui a eu un très grand succès avec Les Déferlantes, et dont j'ai été brièvement l'éditeur. Voilà, donc j'ai fait toutes ces choses-là. Le point commun de tout ça, enfin, c'est une question, c'est pas une question, c'est une affirmation bateau, mais je trouve qu'elle vaut le coup d'être dite, c'est raconter une histoire. Parce que vous parliez des mots, alors il y a la Ouais. sonorité, le sens des mots, c'est ce que vous avez aimé dans la chanson, dans la poésie, mais c'est quand même pas la même chose que écrire un roman. Il y a du suspense, il y a de l'intrigue. Enfin, vous voyez, vous Oui, racontez oui. quelque Alors, chose, quoi. écrire un roman, écrire un scénario, effectivement, Le point commun, le c'est point ça. commun, c'est raconter une histoire et c'est bâtir des personnages. Parce que je pense qu'au-delà de l'intrigue, la vraie question de la modernité en littérature, c'est la question du personnage, quoi. C'est de faire des romans fondés sur les personnages. C'est-à-dire, on commence Euh, pas par l'histoire, on ouais. commence par les Enfin, personnages. moi, c'est les personnages qui viennent d'abord, et ensuite, il faut bien leur faire des trucs. Donc, D'accord, donc euh, c'est intéressant parce que vous démarrez par quelqu'un que vous imaginez. si je prends l'exemple de Je viens de t'en fais pas, je prends parce que l'exemple le plus connu, parce que il y a aujourd'hui 20 millions de gens qui ont vu le film, donc il y en a sûrement dans cette salle qui ont vu le film. Moi, au début du film, du film, du livre, Du livre. ce qui m'intéresse, c'est cette fille à la caisse du Choupi de la rue des Martyrs, qui rentre un peu en banlieue et dont le frère a disparu. Mais à un moment donné, il faut bien que je la fasse vivre, cette jeune fille, quoi. Et au bout d'un certain nombre de pages, son frère revient pas, et puis d'un coup, une carte postale. Il lui donne des nouvelles. Alors, il y a le tampon, il y a une carte postale d'un lieu en particulier. Alors, je me dis, puisqu'il a disparu, moi, à sa place, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Donc, elle va à Port-Bail, en espérant croiser son frère, le retrouver, remettre la main dessus. Et franchement, quand elle s'aperçoit en fait que c'est pas son frère qu'elle trouve, mais son père, parce que c'est son père qui envoie la carte postale, et qu'elle comprend donc que ça veut dire que son frère est mort, je l'apprends en même temps que vous l'apprenez en tant que lecteur, quoi. Ça vous toque. Si vous passez Bah ouais, l'expression, elle n'en tient pas. faut bien que je trouve un truc, il C'est faut bien que ça incroyable. continue. Et je fonctionne beaucoup comme ça. Ce livre-ci, Alors, qui est né en premier? Parce qu'il y a 12 personnages. ouais, ça commence par Antoine. C'est Antoine qui naît en Ouais, premier. ça commence vraiment par. Vous avez croisé un loser ou... Ouais, j'en connais bien. Je les connais de près. Ça commence par Antoine, ça commence par le lieu. Donc J'allais dire, j'ai hésité à dire 13 personnages parce que je trouve que le lieu est un personnage, hein. Le lac d'Annecy, les montagnes, je vais vous dire, c'est un départ de livre pour moi. C'est pas une histoire parce que elle l'histoire vient vient après. pendant que je l'écris. Ouais. C'est quelqu'un quelque part. Voilà, toujours. Quelqu'un quelque Quelqu'un part. quelque part. Donc le quelqu'un, c'est le personnage fil rouge quand c'est un roman choral ou le personnage principal tout court dans les romans qui sont pas choraux. Et le quelque part. Et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Parce que le quelque part, c'est pas juste le décor, la cinégénie. C'est aussi une manière à la fois très spécifique et très collective d'être traversé par l'époque. Et c'est des histoires. Quand j'ai le lieu, j'ai le livre. Parce que j'ai les gens, j'ai mes protagonistes.
C'est pas la même chose si j'écris un livre, si je décide d'écrire un livre qui se passe sur l'île de Groix, où je me suis pété la cheville, l'insularité, les spécificités de la vie sur une île bretonne, la sociologie de cette île-là, va m'apporter des personnages et des histoires qui ne sont pas du tout les mêmes que si je décide de faire une histoire qui se passe à Montmartre où je vis. Je ne vais pas avoir le même type de personnes, je ne vais pas avoir le même type de parcours, je vais pas avoir Et en même temps, tous ces gens sont confrontés au commun de la vie, l'amour, la parentalité, la filiation, les classes sociales, la violence, et à la même société. Ils ont tous Michel Barnier comme Premier ministre, quelle joie. Ils ont tous... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ils ont tous le populisme qui monte, ils ont tous le péril climatique, la violence masculine et MeToo. Et donc c'est là qu'il y a quelque chose entre le singulier et le collectif qui est le cœur même de ma démarche en permanence. C'est-à-dire, je veux toujours réunir l'intime et le collectif, le singulier et l'universel, c'est un peu trop dire, mais le collectif. Et le choix du lieu va déjà indiquer ce rapport particulier au singulier et au collectif, d'emblée. Puisque c'est pas pareil Nancy que Metz, pour être polémique. Et en même temps, c'est la même chose. Non, moi, j'ai une grand-mère Lunéville et un grand-père Metz. Hein, donc, il me semble que Lunéville, c'est pas très, très loin. Non, c'est vrai. Donc voilà, donc le quelque part, il est absolument... Et par ailleurs, si vous voulez, je trouve qu'il y a toujours un grand malentendu sur ce que c'est que d'écrire des histoires pour un écrivain. On parle beaucoup de l'imagination. Moi, l'imagination, je ne sais pas ce que c'est. J'invente pas des histoires. Je suis un cueilleur d'histoires. Donc si j'ai le lieu, je vais cueillir des histoires dans ce lieu-là. Après, il se trouve que j'en choisis. Je choisis des histoires et je leur choisis une forme pour leur donner... Parce que je pense que cette histoire est importante. Et je vais... Alors, c'est pas... Quand je dis cueillir une histoire, c'est pas... Là, par exemple, j'ai pas écrit sur une femme retrouvée morte dans le lac d'Annecy parce que je suis tombé sur un fait divers précis par rapport à ça. Mais ce livre est plein d'histoires au pluriel et d'une histoire principale que j'ai recueillie ces dernières années. Vous cueillez des histoires, mais vous n'avez pas cueilli l'intrigue, vous l'avez créée. Oui, mais l'intrigue, là encore, elle vient au moment... Moi, je commence par ce qui ouvre le livre, c'est-à-dire on est dans un village extrêmement cossu, inspiré de Taloir, pour ne pas nommer ce village, sur les rives du lac d'Annecy, à l'arrière-saison, enfin au début, voilà, on est fin septembre, début octobre, il n'y a plus trop de touristes, il y a quelques retraités, et puis sinon, il y a les gens qui vont bientôt fermer les maisons d'été, et puis sinon, il y a les gens qui vivent là vraiment à l'année. Donc on a cette espèce d'entre-soi, le sentiment d'une ville qui flotte dans ses propres vêtements, et on va partir pour une saison où tout le monde se connaît, où tout le monde sait où tout le monde habite, où les rumeurs où les points circulent. de rencontre sont rares, hein, Les le points de café rencontre des sont sports, le proxy. Et en même temps, on a, comme dans tous les lieux touristiques chics, hein, mais ça pourrait être, je sais pas, une station balnéaire comme Dinard, Ça me fait penser à ou Dinard. comme La Baule, ou quelque chose comme ça. On a ce contraste très fort entre les gens des grandes villas et aussi un certain nombre de gens en villégiature c'est une villégiature un peu de standing, entre guillemets, et puis les gens qui font vivre ces lieux-là. Qui sont pauvres. Qui souvent ne peuvent pas y vivre, ouais. Qui sont les précaires, les saisonniers, les femmes de chambre des hôtels, les commis et les serveurs dans les restos, et puis tous les gens qui eux peuvent pas vivre dans cet endroit, ou pas toujours vivre dans cet endroit-là. Et le troisième caractéristique de ce lieu-là, c'est que ce sont des lieux... alors moi j'ai vécu longtemps à Saint-Malo et c'est la même chose. Ce sont des lieux dont l'aimantation est très forte. C'est très difficile, et d'ailleurs pas toujours souhaitable, hein, c'est pas une question, mais de s'arracher à ces lieux-là. Les gens sont du lac, ils sont de cet endroit-là, et ça les définit, ça les façonne, et même quand ils se disent qu'ils vont se tirer, parce qu'en même temps, c'est un peu la Suisse, on s'emmerde un peu, etc., même si c'est très beau, ils finissent par revenir, ou s'ils finissent par pas revenir, il y a vraiment une aimantation très forte de ces lieux-là. Et donc, je fais
après la journée de boulot, ce petit peuple inconnu, souvent invisible, qui fait marcher cette station lacustre, qui se retrouve pour faire un peu la fête au Café des Sports. Voilà. Et là, au milieu de ces gens-là, il y a mon Antoine, et puis il y a Fanny, qui est belle comme un soleil. Voilà, et c'est pas Frida, mais c'est Fanny. Et là, à ce moment-là, déjà, dans cette fille euh, qui est en gros comme une émanation d'un cliché de roman américain ou de vieilles chansons folk, c'est la plus belle fille du village, à qui on prêtait tous les avenirs possibles. Et puis en fait, bon an, mal an, elle a 35 balais, et puis elle est toujours là. Et puis elle bosse au supermarché finalement, et puis elle fait de l'aide à la personne, parce que la vie est passée par là, parce que sa mère est tombée malade, etc. Et là déjà, je commence à me rendre compte que j'écris sur quelque chose, c'est-à-dire que j'écris sur une femme qui, dans cet univers du bar, où tous les regards convergent vers elle, est vue dans le regard masculin. Elle est objectivée selon les règles du regard masculin. Et elle est réduite, même si quelques passages du livre, dès le début, montrent qu'elle est bien autre chose que ça, mais elle est réduite à son côté sexy, à son physique, etc. Bon, Antoine la tire des griffes d'un gros lourd, comme il y en a beaucoup. Il la raccompagne chez elle. On comprend qu'ils ont une histoire avec des hauts et des bas, que pour eux, c'est jamais avec toi, mais jamais sans toi. Voilà, qui sont tous les deux un peu trop cabossés pour que ça soit un couple qui puisse durer, mais en fait, ils finissent quand même toujours par se retomber dans les bras. Enfin, voilà, Et puis le lendemain, on trouve un corps dans le lac. Voilà. Et là encore, à ce moment-là, quand je décide qu'on trouve un corps dans le lac, c'est au moment où je l'écris. Et à ce moment-là, tout bascule. Parce que je me rends compte que je vais écrire sur un féminicide. Et là, ce qui va basculer, c'est la forme du livre. Parce qu'un féminicide, c'est commis par qui? Par les hommes. Et dans 95% des cas, les proches. Le patron, l'ex, le compagnon, le frère, le père, le cousin, etc. Donc ça veut dire que dans un village si petit, tous les hommes sont potentiellement soupçonnables. Donc ça va m'amener sur le rivage 1 du livre choral, parce qu'il va falloir entendre des témoins, des proches de la victime et des suspects. Et puis ça va m'amener sur la notion d'enquête. Et puis surtout, ça va m'amener à deux choses. C'est-à-dire que, première réflexion, si j'écris un livre sur une femme morte par violence de la main d'un homme, juste pour faire une bonne histoire, ça fait de moi un salaud. Écrire là-dessus m'oblige à faire que, sans en faire un manifeste, mais que, au travers de tous ces personnages, j'interroge, je ne vais pas régler la situation, mais que j'interroge la question des violences sexistes et sexuelles, la question de la violence masculine, de l'impunité, et de la manière dont elle s'exerce sur tout ce que ces hommes pensent leur appartenir, femmes, enfants, animaux, entre autres. La domination, enfin voilà. Donc ça veut dire que le livre devra être traversé par ça. Donc c'est comme ça qu'il se crée. Et deuxième chose, ça veut dire que Fanny va être l'héroïne absente du livre, mais fondamentalement son héroïne. Et donc, ça veut dire aussi qu'à travers les multiples témoignages et versions de Fanny qui vont émerger dans le regard des uns et des autres, et ben, ma mission, c'est de lui rendre justice et hommage. Et c'est donc, on passe d'une première scène où elle est objectivée dans le regard des hommes et réduite à sa désirabilité sur le marché de la séduction telle qu'envisagée par les hommes. Et j'espère qu'à la fin, on a quelqu'un. On s'y attache beaucoup. Vous parlez des témoignages, ce qui est très sympa et très original, que j'ai trouvé dans le livre aussi, c'est que vous les faites parler. C'est-à-dire vous auriez pu nous faire un livre avec Pedretti qui enquête sur la mort de Fanny, vous auriez pu le faire raconter l'histoire.
Et ce qui est super, je ne sais pas si ça vous l'a fait aussi, vous qui l'avez lu, moi j'aime bien que ce soit les personnages, les différentes personnes qui ont croisé Fanny à un moment. Il y en a qui sont assez lointains, je pense notamment à un adolescent qui est pas, qui la connaît vaguement. Comment je veux dire, ce sont eux qui parlent avec leurs Oui. propres mots d'ailleurs. C'est quelque chose assez original, j'ai trouvé, moi, dans la façon d'écrire. Oui, il y a trois. Alors, à la fois, moi, je déteste qu'on voit le travail et la sophistication dans les livres, enfin, dans ceux que j'écris. En tant que lecteur, ça peut m'amuser de voir des livres à dispositif hyper complexes, mais moi, je déteste qu'on puisse voir. Pareil sur le son de la langue, hein. J'ai toujours ce truc, la phrase de Colette, avec les mots de tout le monde, écrire comme personne, mais avec les noms de tout le monde. Bah, mais ça, c'est un post-it sur mon ordinateur. Ah ouais. Avec les mots de tout le monde, écrire comme personne. Colette, c'est vraiment le. Et ça, enfin bon, c'est un parti pris que j'ai pour plein de raisons, mais que je vais pas détailler là. Mais en tout cas, mais malgré tout, derrière tout ça, c'est un sacré bordel de, de sophistication malgré tout, et notamment donc voilà le livre, même si en gros vous suivez, c'est juste un livre choral où vous passez de personnage en personnage, mais il y a un peu trois niveaux de discours différents. Il y a Antoine qui va très vite être désigné comme le coupable, le suspect principal, et le coupable peut-être idéal et peut-être un peu trop idéal, mais on verra. Et lui, on va le revoir 6 ou 7 fois. Et donc là, on est dans le cadre d'un roman très classique où on a un Où c'est lui qui personnage, parle. voilà, c'est lui qui parle, qui agit. C'est avec lui qu'on découvre l'identité de cette femme euh, dans le lac, qui va s'avérer donc être Fanny. C'est avec lui qu'on va découvrir un certain nombre d'enquêtes. Par ailleurs, on va entrer dans la vie euh, et l'onde sismique que crée ce drame d'un certain nombre de membres de la communauté de cette ville, qui sont soit des proches du suspect idéal, Antoine, donc sa famille, ses amis, soit des proches de la victime, Fanny, donc sa sœur, ses employeurs, des gens qui l'ont connue. Et le principe de ces chapitres-là, c'est que bien sûr, ça parle de l'enquête et du drame que connaît cette ville, mais ces gens-là, ils sont aussi pris dans leur propre vie que va percuter ce drame, quoi. Mais ils dealent avec les questions avec lesquelles on deal tous, la fatigue, le travail, la parentalité, la filiation, l'amour, une rupture, le manque d'argent, le couple, etc. Et donc on va entrer chacun dans leurs préoccupations autres que la préoccupation essentielle. Et puis troisième niveau, on a carrément des interrogatoires qui se présentent comme des monologues de théâtre, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas les questions de Pedretti et Bréal, les deux enquêteurs, mais on a les réponses que fournit, et à travers lesquelles on comprend les questions, d'ailleurs, les réponses que fournit alors, des gens qui sont principalement des suspects, bien sûr. Ça vous a marqué, peut-être les lecteurs? Ok, alors, relevez la main, ceux qui l'ont lu. J'ai l'impression d'être un institut de sondage. Ça vous a frappé aussi, vous, ce style d'écriture? Moi, je l'avais déjà vu dans d'autres Roman? Oui, dans d'autres romans, pardon, je crois que mais j'aime bien. Moi. C'est sympa, On a hein? le style de chaque personnage. Oui, parce que ça nous permet d'encore mieux les comprendre. Notamment, je trouve, par leur façon de parler. Puis alors, il y a un autre côté vachement bien. Mais là-dessus, un des trucs qui m'intéressait quand même, c'était... Alors d'abord, j'aime bien faire le portrait d'une communauté. Moi, j'aime bien les trucs. Encore une fois, quelque chose de collectif. On le voit vachement, on là. va avoir la mosaïque que créent tous ces personnages, ça crée aussi la communauté. Et puis on rentre en rentrant dans la vie de chacun, on rentre dans plein de questions très différentes, parce que l'une élève sa fille autiste, l'autre s'est rendu compte que son mec a mis une fessée à son enfant, d'autres ont des problèmes plus professionnels, etc. Donc ça me permet d'aller travailler plein de micro-histoires et plein de questions. Et puis je reviens là-dessus, c'est-à-dire que cette forme-là chorale, elle me permet qu'on entende une dizaine de versions de qui était Fanny, et de versions qui sont parfois contradictoires. Et c'est là que c'est bien, parce que moi je considère toujours qu'on est tous contradictoires, et que un personnage n'existe qu'à partir du moment où il est contradictoire. Et pour moi, Fanny commence vraiment à exister quand les versions divergent, parce que nous, chacun d'entre nous, on n'est pas la même personne au travail, avec nos enfants, avec notre compagnon, avec notre amant, avec nos amis.
Et on est encore, et en plus, il y a encore une autre personne, c'est celle qui est toute seule face à elle-même à l'intérieur. Et donc, on donne à voir des visages très différents en fonction des circonstances. Et c'est cette multiplicité de regards. On voit Fanny en tant qu'aidante, on voit Fanny en tant que sœur, on voit Fanny en tant qu'amoureuse, on voit Fanny en tant que fille, en tant qu'employée, etc. Et peut-être qu'avec toutes ces versions de Fanny, on va peut-être arriver, alors qu'elle n'est plus dans le livre à partir de la page 20, par définition, on va peut-être arriver à s'en faire une idée, quoi, à faire émerger en creux un portrait. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce... Je sais pas comment expliquer ça, je réfléchissais encore dans la voiture tout à l'heure en venant, comment dire ça, mais en gros, c'est cette espèce d'empathie que vous avez, cette manière que vous arrivez à raconter l'universel avec des gens précis. Par exemple, le fait d'être cabossé, le fait d'avoir les mêmes parents, par exemple, je pense à Antoine, sa sœur et son frère, vous avez les mêmes parents, mais vous n'avez pas la même histoire, vous n'avez pas la même vie. Le passé irrigue énormément le présent et le futur. Enfin, il y a cette espèce de manière de nous raconter 12 personnages différents qui s'entremêlent, de zoomer sur eux, de raconter des moments de leur vie et en même temps de parler à tout le monde. Il y a quelque chose de très universel. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'essaie toujours de relier le singulier et le collectif. Si on prend l'exemple de cette famille-là, par exemple, on va se dire que je vais rentrer dans Claire, Benoît, Antoine, les parents, ils ont des perceptions, des manières d'être très, très, très différentes. Mais ce qui est collectif, c'est des choses toutes simples qu'on a tous connues dans l'univers de la famille. Qu'est-ce qui fait que venant du même endroit, élevé soi-disant de la même manière, par les mêmes gens, on prend des itinéraires si différents que parfois nos frères et sœurs, si on les croise dans une soirée, on leur adresserait pas la parole. Et alors qu'en même temps, on va faire tout notre parcours jusqu'à notre mort en fidélité avec eux, même si à un moment donné ils nous font chier, même s'ils nous agacent, même s'ils ne pensent pas du tout la même chose que nous, même si leur vie... Voilà. Pourquoi souvent dans des circonstances tristes qui sont la disparition des parents, entre frères et sœurs, quand on parle d'eux, c'est pas du tout la même version. On parle pas de la même personne, du tout. Ou en tout cas, parfois certaines manières de voir un père, par exemple, semblent désigner un menteur, tellement les deux autres ne souscrivent pas du tout à cette version, n'ont pas vu cet homme-là sous cette forme-là et tout ça. Et ça, ce sont des... Mais c'est des choses que vous avez autour de vous, en fait. Que vous oui, captez. Je pense que quand je dis ça, personne ne trouve que je dis des choses très révolutionnaires, mais, je dis, c'est justement ce que je cherche, c'est-à-dire que je cherche cet endroit de l'expérience commune. Simplement, ce que je vais essayer de faire, c'est des choses qu'on sent sans jamais se les formuler. Moi, je vais simplement essayer de les formuler et de les mettre en scène, et de les donner à voir, donc voilà, je cherche toujours ça. Et puis c'est aussi l'histoire du commun, c'est vraiment à l'origine même de ma démarche. Même par exemple, je refuse depuis très longtemps de considérer qu'on peut dire quelque chose de notre expérience commune et de la société française sans s'attaquer à son cœur majoritaire. À son cœur majoritaire. Donc à nous tous, gens de, je dirais, enfin, je crois que ça sert à rien de faire des bouquins sur les gens des hautes sphères, quoi. Ouais, je pense que c'est inutile, ça dit rien. Et donc je le fais pas. Et puis en plus je les connais pas de toute façon. J'ai toujours coutume de dire, la personne la plus puissante que je connaisse, c'est la PDG de la maison d'édition qui publie. C'est déjà pas mal. C'est quand même Flammarion. Mais bah oui, c'est Sophie de Closet pour pas la nommer. Mais je connais pas au-dessus, moi. C'est vraiment, et je cherche pas à connaître au-dessus. C'est déjà bien. Et c'est pour ça que mon étiage sociologique, depuis toujours, il va des classes populaires à la petite bourgeoisie et éventuellement à Sophie de Closet. Je la mettrai peut-être un jour dans mon livre, mais j'irai jamais plus haut. Parce que c'est le cœur majoritaire donc c'est ce que vous voyez, en fait, du pays. C'est ce que je connais, c'est ce que je vois, mais même, je pense que c'est presque un truc mathématique.
On ne peut pas dire quelque chose de la réalité du pays si on ne s'attaque pas à son cœur majoritaire. Si on s'attaque qu'à des gens, au fameux 1% qui possèdent les 3/4 ou les 9/10 de la richesse du pays, on n'en dit rien. On ne dit rien de ce pays. Et on ne dit rien des gens. Donc il y a ça. Et l'autre chose, c'est la leçon d'un auteur qui s'appelle Raymond Carver, qui a été très important sa découverte est très importante dans mon parcours. Cette manière, c'est la question du regard, quoi. Où vous placez le regard? Est-ce que vous le placez, on va dire façon Houellebecq, c'est-à-dire d'au-dessus, en surplomb, et vous regardez s'agiter ces pauvres vers que nous sommes, avec une espèce de dégoût teinté de mépris et de haine de soi et de haine des autres? Ou est-ce que, à l'inverse, vous êtes dans une position de curé, dégoulinant d'une espèce de compassion se relater? Bon, si en plus vous êtes l'abbé Pierre, vous avez plein d'autres choses à vous reprocher en plus. Enfin, on voit bien que c'est louche quand même. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça louche, ces gens-là, mais bon. Finalement, ça ne m'étonne pas beaucoup. Mais où est-ce que vous regardez vos personnages à hauteur d'homme, à ras d'homme, en frères, et pas plus avancés qu'eux? Et Carver, moi, quand j'ai lu Carver quand j'étais jeune, le premier truc, c'est que je me suis dit, mais parce que à l'époque, la littérature française avait un tropisme ultra bourgeois où sortait du nouveau roman. Donc de toute façon, là, c'était clair, pas de personnage, pas d'intrigue, et finalement pas de lecteur. Mais bon. Et donc un jour, je lis Carver et je vois, alors que ça se passe aux États-Unis, je vois mes parents dans le livre. Je vois mes copains, je vois mes oncles, mes tantes, mes voisins. Parce qu'il y a le pompier, le chômeur, l'infirmière, l'aide-soignante, le brancardier, quand on est près de l'hôpital, je fais un peu tous les métiers, et l'instit, le banquier, enfin... Et donc là, à ce moment-là, moi déjà, la leçon que j'en tire, c'est que j'ai le droit, en fait, je peux faire des romans ou des nouvelles avec le monde que je connais, dans lequel j'ai grandi. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans les classes les plus moyennes qui soient. Voilà. C'est déjà un grand... Et par ailleurs, la grande leçon de Carver, qui fréquentait beaucoup les bars, c'est que quand il n'est pas justement le mec qui observe du haut de son intelligence et de sa culture littéraire les gens et qui va leur voler des moments de vie d'en haut, il est ce type qui va effectivement leur voler des moments de vie, mais qui n'est pas plus avancé qu'eux. Qui est aussi englué dans ce bordel qu'est la vie, et pas plus avancé qu'eux. Donc c'est cette espèce d'éthique, entre guillemets, que j'essaye de mettre en œuvre. Et je pense que c'est... Je dis ça parce que ça fait 25 ans que je publie des livres et que j'ai fini par, à force qu'on me demande des choses, j'ai fini par réfléchir un peu à ce que mes livres produisaient. Et je pense qu'au-delà de toute idée de technique et tout ça, je pense que c'est là que ça s'articule, à mon avis. Ce sentiment qu'on peut avoir, enfin, pour les lecteurs qui aiment bien mes livres, parce qu'il y en a qui trouvent que c'est nul, bah, c'est quand même, mais que effectivement ces personnages charrient des choses à la fois singulières, c'est pour ça qu'on les suit, mais collectives, qui agissent comme des miroirs de certains aspects de nos vies, et puis cette attention que j'ai aux gens qui n'ont pas assez de carapace, quoi, qui ont le cœur au bout des doigts, qui manquent qui manquent un peu qui sont des fois inflammables, qui ne sont pas complètement d'équerre, pour qui vraiment pas grand-chose ne va de soi, quoi. C'est quand même, moi je trouve une singularité, parce que je me faisais la remarque, je me disais, mais en fait, quand vous traversez, vous parliez de Dinard, moi je connais bien Dinard, ça ressemble exactement à l'endroit que vous décrivez, ou plutôt Saint-Briac, on va dire. Oui, mais d'ailleurs, le premier chapitre, j'ai écrit une première version du premier chapitre qui se passait à Saint-Lunaire. Voilà, entre Dinard et Saint-Briac. Alors pardon, ça fait un petit peu private. Non, mais alors, je veux dire, vous passez en voiture là dans un mois, vous vous dites effectivement, il ne se passe jamais rien ici. Et je trouve que c'est votre talent, quoi, de nous montrer, au-delà de l'intrigue sur la mort de Fanny qui l'a tué, etc., c'est de nous montrer que dans un endroit dont on pourrait dire il ne se passe jamais rien ici,
Mais il se passe des tas de choses. Maintenant, Il se passe des vies vous remarquerez mouvementées. qu'il y a énormément d'endroits où on se dit il se passe jamais rien ici, et que finalement je me demande où est-ce qu'il se passe des trucs, quoi, finalement. C'est un peu. Après, le titre, là, je me souviens de. Parce que j'avais fait cette première version dans cette ville balnéaire, et comme je voulais. Quand j'ai commencé à comprendre que j'allais être dans une forme de huis clos et d'enquête un peu limite Agatha Christie, hein, parce qu'il y a un côté, ils sont tous là, il y a forcément des témoins et un. C'est pas limite, hein, c'est Voilà. vraiment dans le. Mais simplement, j'avais besoin de cet enfermement. Alors, c'est pas le train, c'est pas le bateau, c'est pas le manoir. Et le problème des villes de littoral qui sont en général les endroits où je situe mes intrigues, c'est que par définition, c'est ouvert, quoi. Et il y avait une inadéquation entre ces lieux-là et le truc que j'étais en train de mettre en place. Et donc, j'avais besoin d'un lieu qui physiquement soit à ciel ouvert, mais un huis clos. Et le lac, c'est circulaire. Le village dont je suis inspiré, qui s'appelle Talloires, c'est un endroit du lac d'Annecy où vous avez l'impression d'être totalement cerné par les montagnes. Vous savez, quand à Annecy, vous avez dans votre dos, vous pouvez fuir, quoi. Mais à Talloires, vous avez l'impression que non, vous avez l'impression que c'est complètement circulaire. Vous montrez bien aussi Donc, les distances qui sont compliquées, Oui. enfin les déplacements. Il y a cette notion de on peut pas bouger comme ça. Oui, et puis il y a des trajets qui faut passer par les montagnes, et d'un coup, Sabot, soi-disant, est un vol d'oiseau, c'est tout près, mais en Il fait, faut pas s'engueuler avec le dentiste parce que c'est le seul. c'est le seul à dentiste. moins donc, d'une heure de route. Alors, quand en plus c'est le nouveau mec de votre compagne et le mec qui élève votre enfant, c'est très chaud. C'est quand même compliqué. Ah, puis il y a la rive des riches et la rive des pauvres, que même les pauvres appellent, enfin les gens qui habitent la rive des pauvres l'appellent eux-mêmes la rive des pauvres. C'est quand même, voilà, il y a tout cet aspect-là, et voilà, et donc il y avait cette. Oui, et alors, sur le lieu aussi, pour moi c'était un drôle de. Parce que mine de rien, c'est la première fois que j'ai écrit un livre qui n'obéit pas à la règle qui est celle de tous mes autres livres, d'avoir des lieux qui sont des bordures. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle Les Lisières, qui théorisait ça. Qui a été pris Le Point, libraire de Nancy, Voilà, d'ailleurs. à l'époque. Et j'ai mis en place cette espèce de sainte trinité littorale, périphérie, insulaire, qui met en regard la notion de périphérie, liée aux endroits où j'ai grandi, en banlieue parisienne, où on nous rappelle toujours qu'on est la périphérie de quelque chose, et on se définit par le fait d'être exclu de quelque chose, d'être au bord de quelque chose, qui serait la grande ville, qui serait la capitale, les littoraux où j'ai mon chez-moi naturel et où j'ai beaucoup vécu, et puis les bordures extrêmes qui sont elles-mêmes. Voilà, donc, en fait, tous mes livres se passent soit en banlieue parisienne, soit en bord de mer, soit au bord extrême du continent. Donc, La Chanson de la vie silencieuse, c'est le Portugal, le point le plus à l'ouest de l'Europe. Et puis, j'ai l'extrême est, j'ai 3 livres qui se passent au Japon. Et en plus, le Japon, non seulement c'est l'extrême est, c'est l'extrême bord du monde, mais en plus, c'est un archipel. Donc, on est tout le temps en situation d'insularité et très vite de bordure, quoi. Et en fait, c'est la première fois que je travaille un lieu qui est, pour le coup, continental. Alors, j'ai quand même mis de l'eau, parce qu'il ne faut pas déconner, sinon je perds, je suis perdu, mais c'est quand même un lieu continental et clos sur lui-même, quoi, sans large, sans horizon, et qui n'est pas... Alors, on est quand même au bord de quelque chose, on est au bord du lac. Donc, je n'échappe pas complètement de bordure. à mon obsession de la bordure. Moi, j'aime bien savoir, dans un roman, quand je rencontre un écrivain, ce qu'il y a de lui. Même si on a bien compris qu'en fait, ces personnages, c'est des morceaux de plusieurs personnes que vous avez croisées dans votre vie, en fait, des choses que vous voyez, des moments de société. Oui, mais par exemple, il y a le personnage de l'écrivain, qui est décrit avec beaucoup d'humour, d'ailleurs. C'est vous, ça, ce type qui glandouille Non, pas du tout, mais justement, là, comme j'aime bien m'amuser avec ce genre de personnage, ce personnage, il est très particulier parce que, à la fois, il est l'objet d'une satire sur, voilà, ce personnage d'écrivain qui
qui passe toute sa journée à glander sur Internet, à éventuellement appeler les copains, à mater un porno, machin. Et puis quand la femme rentre et les enfants, il fait genre, attends, je vais vachement bosser aujourd'hui. Et puis surtout c'est le moment où il faut surtout plus le déranger parce qu'il n'a pas fini son chapitre. Et en fait, tout ce qu'il peut faire, qu'en gros, il se soustrait à la vie familiale au moment où tout le monde arrive, alors que toute la journée il n'a rien foutu. Voilà. C'est le troisième enfant en fait. Voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui adore aller dans les salons du livre pendant 3 jours parce que principalement il échappe à ses enfants et à sa femme. Et on comprend ce que c'est le genre d'écrivain, et j'en connais, j'aurais les noms, qui si en plus il pouvait repartir avec une lectrice, bon, un soir, ça serait pas mal. Le week-end serait parfait. Donc c'est pas vous, quoi. Non, vraiment pas. Moi, voilà. Mais ça m'amusait de... Et en même temps, je lui prête un certain nombre de caractéristiques ou de paroles qui sont vraiment très directement moi. Quasiment, il fait presque une profession de foi sur ce qu'est un roman pour lui, sur ce que ça amène. Bon, ben voilà, il dit ça, il dit à un moment donné, oui, à quoi bon écrire une histoire en particulier si c'est pas pour parler d'autre chose, si c'est pas parler de tout ce qui compte vraiment, quoi. La vie qui nous passe à côté, le temps qui nous roule dessus, enfin voilà, finalement les vrais sujets. Et c'est comme un mode d'emploi de ce livre-là, où bien sûr il y a l'intrigue, il y a l'enquête, mais au fond, le centre de gravité du livre, il est complètement ailleurs, il est dans la vie qui nous roule dessus, dans le temps qui passe, dans les liens qui se délitent ou qu'on essaie de sauver, dans les gens qu'on perd, etc., etc. Et puis il dit aussi, au fond, 25 ans d'écriture, qu'est-ce que je sais faire d'autre, quoi. Et les romanciers, on est très souvent, très nombreux à être des espèces de généralistes, d'un peu tout, mais des spécialistes de rien. Pas terrible en histoire, médiocre en physique, en sciences, pas génial en philo, 2-3 notions de sociologie, bon, nul en bricolage, capacité physique altérée, bon, voilà. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'écrit pas parce qu'on sait rien faire d'autre, on sait plus rien faire d'autre, et après, la question d'est-ce qu'on est utile ou pas, ça c'est une autre question, c'est pas aux auteurs de le dire, c'est aux lecteurs éventuellement. Une dernière question, ou plutôt remarque, dans ce roman on voit des gens que la vie cabosse, mais qui se cabossent aussi eux-mêmes, qui prennent des décisions un peu bizarres contre la logique, contre eux-mêmes. On sent que vous avez une affection pour l'être humain cabossé, ou j'allais dire pour l'être humain en général, parce qu'on l'est tous un peu. Hein. Oui, je crois d'abord. Je pense que le roman, c'est l'endroit où on doit laisser tomber les défenses, quoi, et le vernis social. C'est l'endroit où moi j'aime toujours dire, voilà, que vous savez, il y a cette vieille chanson de Léo Ferré où il dit un truc, bon, je connais pas la citation exacte, mais il y a un truc du genre les gens, il conviendrait de les connaître qu'aux heures pâles de la nuit ou avancées de la nuit, quand ils ne sont plus seulement mus que par des problèmes d'âme et des mélancolies. Ce moment où, vous savez, les moments, d'ailleurs j'avais écrit sur une nouvelle qui s'appelait Passer l'hiver, c'était que des gens empêchés de dormir, et qu'on trouvait dans ce moment où ce moment toujours très redoutable de se retrouver la nuit face à soi-même et face au moment où on se regarde à poil devant la glace, quoi, et où on fait plus le mariole, quoi, et on regarde vraiment voilà. Donc j'aime bien que les personnages, j'aime bien les regarder là, et puis parce que je crois aussi que on fait tous un peu les cacous, mais qu'on est bien fragile à l'intérieur et qu'il y a peu d'endroits où on regarde cette fragilité en face, quoi. Il y a tellement peu d'endroits qu'il n'y a que le roman, je crois. Il n'y a que le roman qui montre comment c'est vraiment à l'intérieur de nous, comment c'est vraiment dans les familles, comment c'est vraiment dans le couple, comment c'est vraiment dans le travail. Je pense j'ai l'impression qu'il y a que le roman qui parle vraiment de ça bien, quoi. Voilà. Sinon, et d'ailleurs, je crois vraiment que
la littérature est un lieu de rectification. Je pense qu'on parle tellement mal tout le temps de tellement de choses, et que dans les romans, l'idée c'est d'en parler de manière un peu plus vraie, quoi. Il n'y a pas aussi une espèce d'indulgence? Je me suis fait aussi la remarque, je me suis dit, quand on vous lit, même Ça dépend, oui, les par types exemple. bizarres, on Ouais. se dit, il y a un petit truc où on se dit, voilà, pas une excuse, mais il y a un truc, quoi. Ça fait ça aussi, je trouve. Je sais pas, on me trouve, apparemment, beaucoup de lecteurs trouvent que je suis vraiment très très dur avec les hommes dans ce livre. D'une part, moi je pense qu'ils le méritent, donc c'est pas très grave. Et quelqu'un m'a fait la réflexion, il dit, mais alors, les deux seuls mecs bien du livre, c'est les deux flics. Alors, j'ai vraiment eu un vertige. Je dis, Gérald Darmanin sort de mon corps. Ça m'a fait très très peur. Mais je vous donne un exemple, le frère aîné, qui est quand même quelqu'un d'assez détestable, quoi. Nouveau riche, comment dirais-je, qui s'impose. On sent que ça vient aussi de son enfance, qu'il a une fragilité au départ, qu'il a été obligé d'assumer des choses. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il y a une indulgence qui, pareil, a quelque chose d'amour de l'être humain dans votre bouquin. Oui, mais c'est aussi la complexité des gens qui font que ils peuvent être des salauds à un endroit et des gens vous disiez tout à l'heure, tendres à un autre. Je pense aussi au père. On parle souvent du passage du père. Qui a une espèce de... Alors voilà, j'ai choisi très volontairement, hein, comme je disais tout à l'heure, à partir du moment où je fais un livre sur un féminicide, je dois interroger la question du masculin et de la domination masculine, et donc du patriarcat. Là, vous avez pris et du côté systémique, donc du coup, patriarcat, à un moment donné, on parle toujours au niveau sociétal, mais patriarcat, ça veut d'abord dire père de famille. Donc moi, je suis très littéral, donc du coup, si je veux analyser ça, je choisis une famille ultra-patriarcale avec un père. Voilà. Ce père n'est pas très agréable, mais n'empêche qu'il y a un moment donné où la manière dont il regarde sa femme, qui commence à être atteinte par les prémices d'une maladie neurodégénérative, ce qu'il en dit, il peut dire des choses belles et être mu par un amour et une tendresse étonnante pour sa femme quand il explique que... Et on le connaît tous, quand on a des couples au long cours, qu'au fond, on aime une femme mais ou un homme, mais qui est une succession de versions différentes, parce que on change. La jeune mère, la jeune amante, l'âge qui vient et tout ça, et même l'allure change, même les manières d'être changent, c'est à la fois la même, et qu'on peut aimer avec autant de tendresse et d'ampleur toutes les versions de cette même personne successive. Et là peut-être ça le rend un peu plus touchant, alors que 10 secondes avant, on l'a vu se comporter en autocrate, etc. Mais c'est juste c'est l'expérience que j'ai de ma fréquentation du genre humain, cette complexité-là. Merci beaucoup Olivier Adam, notre invité, grâce au groupe Pasteur Santé puis à la ville de Essel-et-Nancy. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous allez regagner la place Thann après les dédicaces. On vous retrouvera sous le chapiteau, je suppose. Oui. Vous êtes là jusqu'à quand demain? Demain soir, oui. Enfin demain, la fin d'après-midi. Bien. Merci à vous, merci à vous. Merci pour votre écoute. Et bon livre sur la place.